À la une de l'actualité, l'église du Dieu vivant de Libreville a organisé une grande croisade d'évangélisation. La chantre Amy Tiapo a célébré le Seigneur lors d'un grand concert de louanges et de remerciements à l'église Sema de Yopougon. En Afrique, Tchad, conférence des femmes du G5 Sahel. À l'international, une soixantaine de morts dans un violent feu de forêt au Portugal. Bienvenue à tous et merci de rester connectés à votre chaîne panafricaine. Débutons ce journal avec l'actualité religieuse. L'église du Dieu vivant de Libreville a organisé une grande croisade d'évangélisation. Le prophète des nations Jacques Nimasi Katenga, depuis la République démocratique du Congo, est venu et il était l'orateur principal de ce programme. C'est sur le plein air du côté du lycée technique Omar Bonga à Libreville que l'église du Dieu vivant a organisé une grande croisade d'évangélisation qui avait pour thème la puissance du royaume de Dieu. C'est le prophète des nations, leader mondial par succession des églises du Dieu vivant, Jacques Nimasi Katenga, venu de la RDC, qui a déroulé la parole, et c'est avec les épîtres de 2 Pierre qui était l'un des textes qui a permis au prophète des nations d'édifier le peuple venu massivement. J'aime la démarcation dans ma vie, parce que la Bible dit: je ferai de nouveau la différence de ce qui me sert et de ce qui ne me sert pas. Et c'est cette différence-là, le temps est arrivé pour que nous démarquons le monde, pour que nous influençons même ceux-là que le diable a récupéré déjà dans son royaume. Lorsqu'il nous voit, lorsqu'il nous regarde, en nous regardant, il doit graisser les dents, il doit dire: mais qui est cette femme, qui est cet homme, qui est cette personne qui est différent des autres femmes, qui est différent des autres hommes? Alors, je dois me révolter à continuer cette vie, à rester comme tout genre de personnes. Je refuse ces choses. Je dois être démarqué. Amen. Puis son ministère prophétique s'est une fois de plus confirmé par un moment prophétique à l'endroit de quelques membres. Parce que je te vois une grande dame parmi les grandes dames. Le Saint-Esprit me dit: il a ramené x2 la gloire que tu as expérimentée dans le monde. Un moment de prière pour libérer les enfants du Seigneur captifs dans des différents mots. Et les temps se sont achevés par nombreuses des personnes qui ont accepté Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. J'ai ressenti quelque chose qui m'a libérée. Amen. Parce que je voyais que tu n'arrivais pas à marcher tout seul. Oui. Ça fait combien de temps? Ça fait 1 an et 3 mois. 1 an et 3 mois. Soulevez ça. Je pense que vous avez vu notre maman qui était là. Maintenant, elle commence à marcher seule. Acclamez fort pour l'Éternel. Moïse Ministère va à Capernaum, en abrégé Momivac, dirigé par le pasteur Jean Bosco. Moïse a organisé la 2e édition de la foire d'exposition de produits divers dénommée Église Entreprise. Cette exposition avait pour objectif de promouvoir les dons et les talents au sein de l'Église. C'est du côté du charbonnage à Libreville au Gabon que Moïse Ministère va à Capernaum, en abrégé Momivac, dirigé par le révérend Moïse Mayombo Jean Bosco, a organisé la 2e édition de la foire d'exposition de produits divers, dénommée Église Entreprise. Une vision du ministère qui vise à quel objectif? Écoutons le pasteur et initiateur de ce projet du dit ministère. C'est une initiative du ministère qui accomplit un point de la vision qui est de promouvoir les dons et les talents au sein de l'Église. Pour cette édition étaient exposés le culinaire, mets locaux et occidentaux, articles de nouvelles technologies, produits de ménage et beauté, arts manuels et bien d'autres. Suivons le président d'organisation qui a tout mis en place pour la réussite de ce programme. L'initiative est venue du leader parce que c'est un visionnaire. Il a pensé que les chrétiens ont des dons et ces dons sont parfois cachés. C'est pour ça que le leader a pensé qu'il faut mettre en exergue tous ces dons-là, pour que ces dons soient connus de tout le monde, de tous les chrétiens, et pourquoi pas les chrétiens du monde. Nous sommes à la 2e édition et vous le remarquez vous-même, c'est un succès. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont là, qui découvrent, qui viennent regarder, admirer, et nous sommes très heureux. Je vous remercie, Bénédicte. Et je voulais saluer au passage le pasteur Sam. Les tarifs à la portée de tous a permis aux visiteurs de déguster les mets de leur choix. Nous avons recueilli quelques appréciations de cette dégustation. Il a sorti de manger un bois préparé dans son jus. Ça fait des années que je
L'église peut-elle créer et réaliser avec ou sans gros apports? Donc avec 0 francs, on peut démarrer quelque chose. Il faut tout simplement pouvoir mettre la foi en action, en fait votre activité. La chantre Amy Tiapo a célébré le Seigneur lors d'un grand concert de louanges et de remerciements à l'église Sema de Yopougon. Regardez ce reportage. Qu'on se tienne tous debout pour dire merci à Dieu par des ovations pour recevoir la chantre Amy. C'est l'église Sema de Yopougon-Sidessi à Abidjan que la princesse de l'Éternel, la chantre Amy Tiapo, a choisi pour son grand concert de louanges et de remerciements à Dieu après ses 12 années de ministère. 12 années pendant lesquelles la chantre Amy Tiapo a dédié sa voix et son talent à la louange du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Un travail reconnu lors du Chandelier d'Or 2016 où la chantre a été sacrée meilleure chantre tradie moderne de Côte d'Ivoire. Je sais un Dieu qui ne laisse jamais tomber ses enfants. Chaque concert, on voit que le show va en avant. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à tout le monde. Tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui sont venus, tous les gens du monde entier, je vous dis merci. Ce dimanche 4 juin 2017, c'est devant une salle archi-comble que la chantre fait son entrée afin de distiller 2 heures de spectacle et d'émotion à la gloire du Tout-Puissant. Ce grand concert de louanges et de remerciements de la chantre Amy Tiapo a été le lieu de la consécration de l'orchestre Archange Révolution Mélodie qui accompagne l'artiste dans tous ses déplacements. Un concert de louanges qui a tenu toutes ses promesses de restauration, d'édification et de célébration. Terminons l'actualité locale avec la mission évangélique La puissance de la parole de la prophétesse Sarah Eponon qui a célébré ses 16 ans d'existence lors d'un culte spécial le samedi 10 juin 2017 à Abobo. Ce culte intitulé Faveur de Dieu Extension a été marqué aussi par une remise de dons. La mission évangélique La puissance de la parole a exprimé sa reconnaissance à Dieu ce samedi 10 juin 2017 à l'occasion d'un culte d'action de grâce pour marquer ses 16 ans d'existence. Derrière la prophétesse Sarah Eponon, leader des églises MEP, les chrétiens venus des 3 champs de mission ont exprimé leur gratitude dans l'adoration et la louange. En 16 ans de mission et de ministère, la faveur de l'Éternel n'a pas fait défaut à la MEP, d'où le thème choisi pour cette célébration, la faveur de Dieu, extension. Ce thème a été développé par un père dans la foi, le révérend Gervais Okou. Il faut que l'église y vienne un dimanche. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Il faut qu'il y ait ainsi parle l'Éternel. Quand il y a pas ça dans l'église, les sorties vont venir s'asseoir. Personne ne voit. Ce message de révélation a été suivi d'une action prophétique et des prières pour l'extension de la mission évangélique La puissance de la parole. Nous voulons proclamer l'extension de cette mission par ta faveur. Nous voulons proclamer que les bornes qui nous étaient imposées sont levées par ta faveur. Nous voulons proclamer que les forces vives qui sont posées à la vie de cette église, qui sont posées à la vie de cette mission, sont découlées au nom de Jésus-Christ. En obéissance à la parole de Dieu qui stipule que la religion pure consiste à assister les veuves et les orphelins, la MEP a concrétisé sa reconnaissance à Dieu par des dons à plus de 200 familles de la mission. Nous avons bien voulu marquer cette 16e année par un moment de reconnaissance à Dieu. Parce que nous croyons que Dieu a été avec nous depuis près de 16 ans en arrière jusqu'à aujourd'hui. Il a été avec nous.
On a vu sa main se manifester, on a vu sa gloire à une certaine dimension. Il était très important de poser cette action. Avec la prophétesse Sarah Epono, la MEP compte poursuivre son extension en Côte d'Ivoire et au-delà. En Afrique, à présent, les femmes parlementaires des pays membres du G5 Sahel se sont réunies du 19 au 20 juin 2017 à N'Djamena. Cette conférence visait à aider les pays membres du G5 Sahel à lutter contre l'extrémisme. Regardez. L'Union africaine, en partenariat avec l'ONU Femmes, organise du 19 au 20 juin 2017 dans la capitale tchadienne une conférence des femmes parlementaires des pays du G5 Sahel. Objectif, promouvoir le leadership des femmes en matière de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent dans le Sahel. Pour les organisateurs, cette conférence permettra aux femmes parlementaires de définir et de mettre en œuvre leur agenda de lutte contre le terrorisme à la base. Nous savons que les femmes subissent elles payent le lourd tribut de ces conflits, mais c'est elles qui doivent reconstruire. Et je pense que c'est l'opportunité des institutions comme les Nations Unies et l'Union africaine de venir soutenir le secrétariat du G5 Sahel, mais surtout le leadership de cette région qui veulent faire taire les armes, mais également contrer tout ce qu'on voit comme terroriste et tout ce que nous voyons comme acte et tout ce que nous voyons comme violence. Pour les panélistes, les femmes sont les premières victimes du terrorisme en Afrique. Leur contribution pour la déradicalisation des jeunes est incontournable. Par cette conférence, les femmes parlementaires de la sous-région manifestent leur volonté de contribuer à la lutte contre l'extrémisme violent engagé par les États membres du G5 Sahel. L'extrémisme violent va grandissant et nous sommes convaincus que l'implication, la participation des femmes à la prise de décision concernant les problèmes de résolution des conflits aujourd'hui s'avèrent plus que nécessaires. Aujourd'hui, la femme, elle est utilisée et parfois elle est actrice et complice des conflits qui se trament maintenant au niveau de la sous-région. Notons qu'une quarantaine de femmes issues des parlements et des sénats des pays membres du G5 Sahel, dont le Tchad, la Mauritanie, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, participent à la conférence sur la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. C'est désormais officiel, le président rwandais sera bien candidat à la prochaine présidentielle de son pays. La modification de la Constitution en 2015 avait déjà ouvert la voie à un troisième mandat pour Paul Kagame. En modifiant la Constitution en 2015, Paul Kagame s'était déjà ouvert la voie à un troisième mandat. C'est désormais officiel. Le président rwandais sera bien candidat à la prochaine présidentielle de son pays. Il a été désigné samedi par son parti, le Front patriotique rwandais. Pas une surprise au vu des dispositions de la nouvelle Constitution qui ont fait sauter le verrou de la limitation des mandats. Après l'annonce de son parti, il a tout de même exhorté ses partisans à commencer à penser à la transition. Mais pour l'heure, Paul Kagame est parti pour conserver son fauteuil pour encore 7 ans, après 17 ans passés au pouvoir. À 59 ans, le président rwandais fera face à des candidats qui ne semblent pas peser assez lourd pour faire vaciller son régime. Il peut déjà compter sur le soutien de 9 partis politiques sur les 11 enregistrés, malgré les critiques de l'opposition. La présidentielle rwandaise est prévue le 4 août prochain. Au Sénégal, des outils numériques permettent aux commerçants du secteur informel de sécuriser leurs données et suivre leur clientèle. Les outils numériques viennent à la rescousse des micro-entrepreneurs. Dans cette petite entreprise de livraison de repas à Dakar, c'est l'heure des comptes pour Mariem Assietou Diagne. Depuis quelques mois, fini le papier, cette commerçante utilise Wibi, une application de comptabilité lancée en 2015. Pour tirer les factures, avant on utilisait des facturiers, ça prenait beaucoup de temps, on utilisait beaucoup de papier et tout, et financièrement aussi, c'était pas ça. Mais depuis qu'on a commencé à utiliser la tablette, ça nous simplifie le travail. Ça nous permet aussi de faire un suivi client, de savoir les clients qui sont réguliers, le nombre de commandes et aussi combien de plats on sort par jour.
Au Sénégal, les commerçants de proximité utilisent toujours des facturiers et cahiers clients manuscrits, mais le numérique gagne du terrain. Plusieurs compagnies proposent des solutions digitales. Cette application peut s'acheter seule ou avec une tablette et une mini-imprimante pour environ 200 €. C'est un robot qui vous permet d'analyser et de sauvegarder vos données en temps réel. Le mot-clé, la simplicité d'utilisation. La tablette Somme-Tout va même jusqu'à n'utiliser que des images et aucun texte. On a des niveaux d'éducation qui sont assez hétérogènes dans le secteur, donc on a pris le pari de faire un outil qui est sans texte, basé uniquement sur la voix et la reconnaissance vocale, ce qui permet à une cible qui peut être illettrée et qui peut être très diplômée d'utiliser notre appareil sans problème. Weebly et Somme-Tout comptent à eux deux pour l'instant environ 150 utilisateurs. Un marché balbutiant, mais dont le potentiel est considérable. Au Sénégal, la moitié des commerces sont des entreprises individuelles. À Benin City, la capitale nigériane de départ de l'immigration clandestine, les jeunes femmes sont prêtes à tout pour y gagner l'Europe. Pour la plupart, elles partent faire le trottoir en Italie et en France. Miracle a accepté de témoigner anonymement. Après 8 ans sur les trottoirs en Italie à vivre de la prostitution, elle est revenue avec ses 2 enfants à Benin City au Nigeria. Depuis, elle ne rêve que d'une chose, retourner en Europe pour fuir la misère de son pays. En Europe, ils prennent soin des gens, ils s'en occupent, ils ne sont pas mauvais, ils sont comme Jésus. Nous, les Nigérians, on est mauvais. Seulement les riches s'en sortent et les pauvres meurent de pauvreté. C'est du Nigeria que part le plus grand contingent de migrants vers l'Italie, empruntant la périlleuse traversée de la Méditerranée. En 2016, ils étaient plus de 37 000, la plupart de Benin City. À la nuit tombée, les rues de la ville sont envahies par des jeunes filles prêtes à vendre leur corps. Toutes rêvent d'aller en Europe avec l'espoir de trouver un travail. Si je vais en Europe maintenant, je ne veux pas y aller pour faire le trottoir. Je veux y aller pour travailler. Peut-être que je pourrais m'y marier, faire des enfants, avoir une vie normale, mais je ne veux pas y aller pour refaire le trottoir parce que même là-bas, c'est pas facile. C'est entre la vie et la mort. Poussés par le désespoir, beaucoup tombent entre les mains de passeurs qui leur promettent un emploi. Mais arrivées en Europe, elles sont obligées de se prostituer pour rembourser la dette de la traversée, entre 50 000 et 60 000 euros. Le peu d'argent économisé est envoyé aux familles restées au Nigeria. Pour moi, ces personnes ne sont pas des victimes, elles voulaient partir. Et cela sans évaluer les risques, les questions morales et les valeurs. Elles veulent partir parce qu'elles savent qu'à leur retour, elles auront quelque chose à montrer, comme la construction de maisons, conduire de jolies voitures. Et personne ne leur demande d'où vient l'argent. C'est ça le problème. Secoués par une forte récession et un taux de change qui empoisonne l'économie, de nombreux Nigérians s'enfoncent dans la pauvreté. Pour fuir, certaines femmes n'hésitent plus à courir dans les bras des trafiquants. En Afrique du Sud, le ministre de la Culture a relancé le débat sur le nom du pays. À plusieurs reprises, les Sud-Africains ont évoqué la possibilité d'abandonner le nom imposé par les colons. Le débat récurrent sur la question du changement de nom de l'Afrique du Sud a été réouvert par le ministre de la Culture, Natim Tewa. Lors d'une conférence du Congrès national africain, le parti au pouvoir, le ministre a déploré le fait que le nom du pays se réfère à sa situation géographique et non à ce qu'il représente. C'est complètement instrumental. L'ANC est en difficulté, contestée à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Et donc, certains dirigeants du parti estiment qu'il est possible de faire reluire la crédibilité
du mouvement auprès des masses noires déshéritées. Pour remplacer le nom Afrique du Sud, le ministre a suggéré le terme Azani, utilisé par de nombreux Sud-Africains et recommandé par Themba Godi, le président de la Convention des peuples africains. Si le projet aboutissait, l'Afrique du Sud rejoindra la longue liste des pays qui ont changé leur nom après leur indépendance. Ce changement vise à adopter un nom qui correspond plus à l'histoire du pays, contrairement à celui imposé par les colons. Le Zimbabwe a changé de nom, Burkina Faso, ancien Haute-Volta. Ce sont des choses que l'ANC aurait pu faire dès les premières années. Ses premières années au pouvoir, il dispose de la majorité au Parlement. La Constitution ne l'empêche absolument pas de le faire. La question est de savoir pourquoi ils l'ont pas fait. Ce débat intervient au moment où la grogne ne cesse de monter dans le pays. Les Sud-Africains étant déçus par la politique du président Jacob Zuma appellent à sa démission. Dans ce climat tendu, l'opposition considère que la question du changement de nom est secondaire. La Namibie a inauguré récemment le plus grand navire d'exploration de diamants au monde. Ce navire, qui a coûté 157 millions de dollars, dispose des dernières technologies d'exploration minière marine. 12 000 tonnes pour 113 mètres de long et un investissement colossal de 157 millions de dollars. Le SS Nujoma, du nom du premier président de la Namibie, dispose des dernières technologies d'exploration minière marine. Le plus grand navire d'exploitation de diamants au monde a été lâché ce week-end sur les côtes namibiennes par le groupe D-Beals. Le chasseur qui évoluera sur les côtes namibiennes devrait explorer quelques 6 000 km² de plancher océanique pour trouver ces gemmes. L'industrie minière namibienne connaît une des périodes de changement les plus intenses que nous ayons connues et la capacité d'innover, d'évoluer et de s'adapter est indispensable. Il est loin le temps où on tentait sa chance avec un pic et sa pelle. Le SS Nujoma, qui devient ainsi le 6e navire de la flotte d'Eb Marine Namibie, restera opérationnel pendant 3 ans avant de revenir au port pour maintenance. Contrairement aux mines conventionnelles, l'exploitation minière marine est une installation unique. La ressource est à 140 mètres sous l'eau. Vous ne pouvez pas la voir, vous ne pouvez pas la toucher, elle n'est pas homogène, elle est très petite. Les diamants, qui génèrent 20% des recettes d'exportation, sont le poumon économique de la Namibie. En 2016, l'activité a généré plus de 236 millions de dollars. Ils sont particulièrement prisés et se vendent à des prix beaucoup plus élevés que les diamants terrestres, soit 528 $ le carat contre 187 $ pour la moyenne des autres pierres. Des centaines de jeunes filles sud-soudanaises réfugiées en Ouganda sont devenues par la force du destin des chefs de famille. Comme Bidi Bidi, elles ont été émancipées précocement à la mort des parents. Elles ont échappé à la guerre au Sud-Soudan et font aujourd'hui partie des centaines de milliers de réfugiés en Ouganda. Dans les camps comme celui de Bidi Bidi près de Yumbe, des milliers d'adolescentes orphelines sont désormais chefs de famille. L'enfance est loin, il faut puiser de l'eau cuisinée, prendre soin des plus petits, alors qu'on souffre soi-même de traumatisme, comme Agnès qui a perdu son bébé du paludisme peu après son arrivée dans le camp. Mon état d'esprit ne s'améliore pas, je continue à pleurer, à penser au bébé, à penser à mon avenir. Comment c'est arrivé? J'ai quitté l'école, je n'ai pas passé l'examen, maintenant je reste assise à la maison. Dans ce camp, pour les aider à surmonter leurs difficultés, des groupes de soutien sont organisés. 18 jeunes filles sont prises en charge par un tuteur. Le but est de créer un réseau durable d'entraide et de leur faire reprendre l'école pour celles qui le veulent et le peuvent. Nous avons découvert que beaucoup d'entre elles abandonnaient l'école et nous aimerions qu'elles y reviennent. Nous voulons que ces filles acquièrent une éducation qui peut les aider à façonner leur avenir. Le Sud-Soudan est la région du monde qui engendre le plus de réfugiés. L'Ouganda en accueille 800 000 et bien malgré l'afflux, ils reçoivent une parcelle de terrain et ce qu'il faut pour se bâtir une maison et y vivre. Faisons un tour ailleurs dans le monde. Un feu de forêt survenu dans le centre du Portugal a fait au moins 62 morts. Le président portugais a décrété 3 jours de deuil national à cet effet. Regardez. Une forêt ravagée par les flammes. Ici, dans la commune de Pedrógão Grande, dans le centre du Portugal,
Plus de 600 pompiers se sont mobilisés samedi pour lutter contre cet incendie. Mais impossible pour eux de maîtriser ces feux qui ont fait de nombreuses victimes. C'est vraiment l'une des pires tragédies en termes de vies humaines que le Portugal ait connues depuis plusieurs années. Le nombre de victimes est important. Le bilan définitif n'est pas encore arrêté. La plupart des victimes auraient été piégées dans leur voiture alors qu'elles circulaient sur une route à proximité de l'incendie. Certains villages ont également été touchés. Le président Marcelo Rebelo s'est rendu dans la région samedi soir pour rencontrer les familles des victimes. Les flammes se sont notamment propagées à cause de la canicule. Les températures ont atteint 40 degrés dans certaines régions. C'est l'incendie le plus meurtrier au Portugal depuis 1966. Le ministère britannique chargé du Brexit et le négociateur de l'Union européenne ont lancé à Bruxelles des discussions formelles sur la sortie du Royaume-Uni. David Davis et Michael Barnier ont établi la méthode de travail et le calendrier des pourparlers. Le négociateur de l'Union européenne pour le Brexit et son homologue britannique ont lancé à Bruxelles les discussions formelles sur la sortie du Royaume-Uni. Michel Barnier et David Davis ont établi la méthode de travail et le calendrier. Le ministre britannique chargé du Brexit a une nouvelle fois expliqué pourquoi Londres souhaite quitter le marché unique. Parce que l'adhésion au marché unique requiert le maintien des 4 libertés, le Royaume-Uni doit retrouver le contrôle de ses lois et de ses frontières. Nous allons quitter le marché unique et travailler pour obtenir un accord de libre-échange et un accord douanier. De la même façon, nous allons quitter l'union douanière. Les arguments sont les mêmes, mais aussi parce que c'est la seule façon pour nous de nous permettre de conclure nos accords de libre-échange avec le reste du monde, et ça c'est un point positif majeur. Michel Barnier souhaite un Brexit ordonné dans l'intérêt des deux parties. Il espère conclure les négociations en octobre de l'année prochaine. Le Royaume-Uni n'aura plus les mêmes droits et les mêmes bénéfices que les États membres de l'Union. Je suis cependant convaincu qu'il est dans notre intérêt commun d'établir un nouveau partenariat entre les 27 et le Royaume-Uni, et je suis convaincu que ce partenariat peut contribuer à la stabilité durable de notre continent. Nous sommes à 27 avec les institutions unis pour cette négociation. L'Union européenne et Londres se sont aussi accordés sur les priorités, à savoir les droits des citoyens, la facture de la sortie du Royaume-Uni et la question de la frontière irlandaise. Faisons un tour sur les législatives 2017 en France. Marine Le Pen, la chef du Front National, s'est fait élire dimanche comme députée dans le Nord. Son parti, le FN, a obtenu 8 sièges, mais ne peut pas constituer un groupe à l'Assemblée. Marine Le Pen affiche sa satisfaction. La 3e fois a été la bonne. Après 2 tentatives infructueuses dans cette 11e circonscription du Nord-Pas-de-Calais, la présidente du Front National fait sa première entrée à l'Assemblée nationale. Avec plus de 58% des voix, elle l'emporte sur la candidate La République En Marche. Nous sommes la seule force de résistance à la dilution de la France, de son modèle social et de son identité. Nous sommes et nous resterons fidèlement les défenseurs des intérêts du peuple français. Nous exprimerons cette défense avec les moyens qui sont les nôtres, à l'Assemblée, mais aussi dans le débat public. Comme elle, 4 autres députés Front National sont élus dans l'ex-bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Sur l'ensemble du pays, 8 candidats FN gagnent leur siège au Palais Bourbon. Parmi eux, Louis Alliot, le compagnon de Marine Le Pen, ou encore Gilbert Collard, qui l'emporte de justesse dans le Gard. 8 députés, c'est 4 fois plus qu'en 2012, mais pas assez pour former un groupe à l'Assemblée nationale. Certaines figures du parti sortent bredouille, comme Florian Philippot, battu en Moselle et de plus en plus contesté au sein du parti. Nous sommes confrontés à la vague Macron, qui a remporté 9 députés sur 9 en Moselle. Il faut changer, oui, moi je crois qu'il faut toujours changer. Je pense que c'est bien d'être capable de se moderniser et de rassembler davantage, et de tenir compte des leçons du passé, même récent. Après l'échec de Marine Le Pen à la présidentielle et les résultats mitigés aux législatives, le FN a rendez-vous mardi pour un bureau politique qui pourrait lancer la refondation du parti. C'est ici que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur la chaîne panafricaine.